Bien, mesdames, messieurs, nous allons reprendre pour une table ronde que nous souhaitons brève, environ 1 heure, pour essayer de faire une synthèse. Et comme ça a été dit à plusieurs reprises, l'idée ici, c'est de réfléchir à ce que pourrait être, dans un avenir difficilement prévisible, l'avenir du Moyen-Orient, essentiellement ici en termes institutionnels. C'est-à-dire, au fond, réfléchir, là aussi, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, dans ce qu'on pourrait nommer un moment constitutionnel. Et avant d'aller plus loin, je voudrais juste, pour que ceux qui ne sont pas trop familiers du Moyen-Orient, je voudrais quand même faire 1 ou 2 précisions. La première, c'est que ce dont nous avons parlé pendant toute cette journée, c'était essentiellement ce que j'appellerais l'espace Sykes-Picot. C'est-à-dire que des pays comme l'Iran, comme l'Égypte, n'en font pas partie. Et si nous avons souhaité qu'il y ait évidemment un exposé sur l'Iran, c'est justement pour montrer les logiques tout à fait différentes d'un point de vue historique et politique. Mais on a affaire vraiment à ce qu'on pourrait appeler l'espace Sykes-Picot, la Turquie en faisant au moins partie pour une part. Et puis la deuxième réflexion que je voudrais faire un peu en introduction, c'est en écoutant les uns et les autres, ça m'a fait penser à un livre d'un sociologue français qui s'appelle Clastres. Et Clastres avait écrit un livre dans les années 70 qui s'appelait « La société contre l'État ». Et dans ce livre, il faisait une analyse des Indiens Guayakis, si mes souvenirs sont bons, et c'était l'idée que, au fond, cette société, dès qu'elle voyait que le pouvoir avait tendance à s'institutionnaliser, donc à devenir quelque chose comme un État, eh bien, elle écartait les responsables, les chefs qui prétendaient s'institutionnaliser. Et ce rapport de la société à l'État, au fond, c'est un peu une leçon pour ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors, si on parle d'avenir en termes institutionnels, je voudrais simplement dire 2 choses. La première, c'est que, en prenant des catégories simples de constitutionnalistes, essayer d'imaginer ce que pourrait être un moment constitutionnel, mais en même temps, je crois qu'on ne peut imaginer ce moment constitutionnel que dans certaines conditions. Sur le moment constitutionnel, au fond, on a l'idée qu'on peut avoir un État, un système politique fondé sur un État de droit et qui est une démocratie dans lequel, au fond, chacun a les mêmes exigences, les mêmes droits, les mêmes devoirs, et que nous sommes donc dans une démarche que nous connaissons bien, qui est la démarche qui conduit à une citoyenneté. Est-ce que ce modèle peut marcher au Moyen-Orient? Je crois que non, mais en tout cas, c'est une des pistes, évidemment, à laquelle il faut réfléchir. En tout cas, il ne peut pas marcher exactement comme c'est le cas, par exemple, en Europe occidentale. La deuxième piste constitutionnelle, en faisant vraiment très bref, c'est ce que j'appellerais la piste fédéraliste. La piste fédéraliste, elle repose sur 2 idées. C'est l'autonomie des éléments fédérés et c'est la participation à un ensemble fédéral. Et c'est un système qui peut fonctionner, qui permet justement le respect des droits des uns et des autres, sauf que l'histoire contemporaine, si on prend depuis les années 90, nous montre que un État fédéral, un système fédéral, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, eh bien, fonctionne dans les sociétés où il y a un ciment national assez fort. Là où on instaure un fédéralisme, là où il n'y a pas de ciment national fort, on évite des désagrégations. Je pense à l'ex-Yougoslavie, qui a terminé dans la violence. Je pense à la Tchécoslovaquie, qui a terminé par un divorce à l'amiable, mais on voit bien que, sans parler de l'ex-Union soviétique, on voit bien que le fédéralisme est une solution, et en même temps, c'est une solution qui pose bien des problèmes. Puis la troisième formule, d'un point de vue constitutionnel, qui est un peu ce qu'on trouve au Liban, mais pas seulement, il y a d'autres pays qui fonctionnent comme ça, c'est une sorte de répartition des pouvoirs fonctionnels, c'est-à-dire que chaque communauté détient une parcelle du pouvoir. Est-ce que c'est une formule? On a au moins ces 3 catégories, étant entendu que ces 3 catégories peuvent s'articuler les unes par rapport aux autres. Alors je poserai la question aux intervenants, savoir comment ils se situent par rapport à ces 3 points. Mais le deuxième élément que je voulais évoquer, parce qu'on n'en a pas parlé, et je crois que c'est très important, c'est qu'on ne peut pas parler comme ça d'un moment constitutionnel avec ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé au Yémen, dont on n'a pas parlé, on n'a pas parlé non plus de la Palestine, ce qui s'est passé au Liban au moment de la guerre civile. Je crois qu'il y a une question fondamentale qu'on doit poser
au sortir de ces situations tragiques, et je ne suis pas sûr qu'on en soit tout à fait sorti, c'est la question de l'impunité. Et plus globalement, de ce qu'on appelle, et qui est encore très méconnu en France à tort, de la justice transitionnelle. Autrement dit, quand on en termine, quand on sort de ces phases terribles, il y a une période de transition, d'où la notion de justice transitionnelle. Et il y a trois grandes questions qui se posent. Est-ce qu'on va oublier ce qui s'est passé ? Et ça nous renvoie à des processus d'amnistie qu'il ne faut en aucun cas confondre avec l'amnésie. Et on a vu dans beaucoup de pays, au Liban par exemple, il y a eu des lois d'amnistie. Et pourtant, les Libanais n'ont jamais oublié ce qui s'était passé. Et donc, c'est à chaque fois quelque chose qui se pose, évidemment, en fonction des configurations politiques et donc des rapports de force à un moment donné. Le deuxième point, c'est est-ce que on peut, par rapport aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide au sens des statuts de la Cour pénale internationale, par exemple. Est-ce qu'on peut, comme ça, oublier ? Certainement pas. C'est le premier point qui devient le deuxième, c'est-à-dire il faut punir. Punir comment ? Par des juridictions internationales ad hoc, comme on l'a fait pour l'ex-Yougoslavie, ou des juridictions permanentes comme la CPI. Je crois que c'est tout à fait essentiel d'évoquer ça. Et puis, il y a un troisième volet dans la justice transitionnelle, qui est la reconstruction. C'est-à-dire essayer, et là, c'est une question immense, un processus très complexe qui consiste à faire en sorte que les victimes puissent parler, qu'ils puissent parler avec ceux qui les ont oppressés. C'est ce qu'on appelle les commissions vérité et réconciliation, équité et réconciliation, vérité et dignité qu'on trouve dans de nombreux pays. Un des exemples bien connus, c'est en Afrique du Sud. On a ça en ce moment même avec beaucoup de difficultés, en particulier ces derniers jours en Tunisie. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de cette question, donc des responsabilités dont peut-être, Amit, tu parleras tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ces questions et donc penser, même si ça nous paraît totalement lointain et extrêmement difficile à mettre en œuvre, mais on ne peut pas passer comme ça d'une tragédie à tout d'un coup un scénario de moment constitutionnel sans voir les conditions et en particulier celles que je viens d'évoquer. À partir de là, et je vais m'arrêter là, car je voulais être très bref, je vais passer la parole, mais pour un temps de 5 à 8 minutes, 9 minutes chrono, en posant des questions. Et la première, c'est à vous que je la pose, Dorothée Schmidt. Il y a ce que j'évoquais tout à l'heure sur la société contre l'État, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de ces États qui ont été si oppresseurs pour les différents segments d'une société. Et pourtant, vous le disiez dans votre article, il y a un désir d'État. Alors ma question, c'est quel est ce désir d'État et quelle est la nature de cet État qu'on désire tant, si toutefois on le désire. À vous la parole pendant quelques minutes. Alors d'abord, merci de m'accueillir pour cette table ronde conclusive. Je n'ai malheureusement pas pu assister aux travaux, donc j'aurais peut-être un peu de mal à réintégrer les perspectives des uns et des autres dans ce que je vais dire, qui est une perspective, pour moi, extrêmement transversale. Je suis partie d'une interrogation sur ce paradoxe qui est qu'on parle sans cesse de la fin et de la mort des États au Moyen-Orient et que finalement, on a beaucoup d'États et on a des demandes d'États qui s'expriment en permanence. Et je me demandais si on arriverait à trouver des ressorts historiques, philosophiques, sociologiques qui permettraient d'expliquer ça et de faire un peu de prévision finalement. Et je trouve assez intéressant que vous ayez commencé par cette perspective de la société contre l'État parce qu'en fait, pendant très longtemps, les études moyen-orientales se sont effectivement concentrées sur les sociétés et étudiaient très peu les États. Ensuite, on peut avoir cette perspective, vous avez donné, qui est plus juridique, avec cette idée d'un moment constitutionnel et du type d'institution dont on a besoin. Mais il y a aussi une sociologie de l'État. Et finalement, aujourd'hui, c'est plutôt dans cette sociologie de l'État, peut-être qu'on est embourbé d'une certaine façon. Parce que ma conclusion, toute proportion gardée, parce que c'est difficile de conclure dans la période qui s'est ouverte après les printemps arabes, c'est que l'État est là pour rester parce qu'il y a une habitude de l'État, parce qu'il y a une utilité de l'État. Mais cette utilité de l'État n'est pas forcément celle de l'État idéal tel qu'on souhaiterait, qui est, selon la définition de l'État, donc une capacité de discipliner un territoire, d'assurer la sécurité, d'y lever l'impôt sur un territoire dont les frontières sont bien fixées et qui correspondent à une population donnée. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, on a des contextes au Moyen-Orient, beaucoup d'États dégradés, mais qui malgré tout sont acceptés par la population, parfois dans son ensemble pour des raisons différentes, parce qu'on a eu des formes d'appropriation de l'État et que l'État a été instrumentalisé dans toutes sortes de contextes.
Donc le raisonnement dans mon modeste papier, que vous trouverez dans la dernière livraison de la revue de l'IFRI, c'est qu'au départ, on a des États qui sont structurellement faibles. Bon, j'imagine que beaucoup d'intervenants ici ont dû en parler. C'est donc à la fois l'héritage de la colonisation et puis une sorte de strates historiques qui font qu'on n'a pas réussi à se débarrasser à la fois du problème de l'inadéquation des frontières et souvent de l'inadéquation des institutions aux sociétés elles-mêmes. On a des États qui se sont, pour certains, dégradés au cours du temps jusqu'à devenir cette espèce de mystère de la résilience de l'État libanais, par exemple, qui finalement délivre un certain nombre de services publics, mais pas forcément les services publics essentiels dans certains domaines, mais qui, par exemple, réussit à accommoder la présence massive aujourd'hui de réfugiés syriens sans s'écrouler totalement. On a un imaginaire de l'État qui est très présent au Moyen-Orient, et ça c'est quelque chose qui me frappe d'autant plus que je travaille sur la Turquie, où en permanence on est confronté à cette idée d'un État profond. On avait aussi la notion d'un shadow state au Liban, et on peut presque parler d'État fantôme dans d'autres contextes, au Yémen, où vous avez aussi beaucoup parlé de l'Irak. Donc on a cet imaginaire de l'État qui existe, qui est l'imaginaire d'un État parfois dysfonctionnel et surtout souvent un État oppresseur. Et c'est ça qui amène ensuite à la révolte, qui est cette séquence qui s'ouvre avec les printemps arabes, puisque les États qui sont dysfonctionnels et en plus illégitimes souvent sont obligés de recourir à une violence d'État massive pour se maintenir, et que donc ça amène des cycles de révolution contre révolution successifs. Alors, finalement, on a tout ça, on le sait depuis un certain temps. Pourquoi est-ce que ça nous inquiète autant, et pourquoi est-ce que quand je parle notamment avec des diplomates français, j'entends une telle alerte à l'écroulement des États, la disparition des États? Je pense que fondamentalement, là, on est dans une perspective post- ou néo-orientaliste, qui est qu'on s'aperçoit qu'on a des États qui risquent de ne plus correspondre aux États auxquels on était habitué auparavant. Et que cette transition, on a énormément de mal à l'accommoder, que ça, c'est quelque chose qui est très pénible à imaginer pour nous, parce qu'on raisonne dans une confusion souvent réitérée entre les régimes, les États, les nations, les États, et que notamment la façon de rassembler systématiquement ou de substituer systématiquement le régime à l'État comme interlocuteur, effectivement, fait que la chute des régimes nous inquiète, alors que les États peuvent subsister avec des changements de régime, d'autres types de régimes. Par ailleurs, cette idée de l'affaiblissement des États et des changements de régime nous fait peur parce qu'aujourd'hui, on a eu des demandes d'États paradoxaux qui se sont manifestées dans la région. Alors, c'est pas paradoxal dans le cas des Kurdes, je crois que vous en avez pas mal parlé aussi aujourd'hui. C'est beaucoup plus paradoxal dans le cas de Daesh, de l'organisation État islamique, à laquelle nous refusons le mot même d'État, le nom même d'État, parce que finalement, en miroir, cette potentialité d'État qu'est l'État islamique, elle met aussi en lumière l'affaiblissement de nos propres États, notamment à travers le phénomène des combattants étrangers qui rejoignent Daesh et qui se déclarent en rupture de légitimité avec les États dont ils viennent, et notamment la France. Donc je crois que ça explique en grande partie cette espèce de vent de panique sur l'État et le réflexe extrêmement conservateur, qui est un réflexe souvent de soutien aux contre-révolutions dans la région, ou d'obsession pour la consolidation institutionnelle dans des contextes où on sait qu'en fait elle peut pas marcher, et où on aimerait plaquer des modèles qui sont ceux qui nous arrangeraient nous. Alors évidemment, on rentre, comme vous l'avez dit, dans une phase de transition qui est extrêmement risquée, parce que de toute façon, on sait que les processus de formation et de stabilisation des États sont extrêmement longs. C'est aussi ça qui explique qu'aujourd'hui, on est dans cette problématique d'interrogation sur la fragilité des États au Moyen-Orient. Évidemment, les processus contre-révolutionnaires qui consistent à replâtrer, à mettre des rustines sur des États qui ne tenaient pas la route ou des régimes qui étaient illégitimes et tyranniques ne vont pas fonctionner très longtemps. Et aujourd'hui, on a, dans la période post-printemps arabe et post-conflit déchaîné aussi par les printemps arabes, au moins 3 défis extrêmement importants à affronter, qui sont le défi des frontières, donc effectivement la mise en cause réelle ou relative des frontières. Mais là, pour moi, il y a un phénomène très important qui est celui des réfugiés, des conflits, avec le poids que cela peut, la façon dont ça peut peser sur la formation, la recomposition des nations ou d'États multinationaux ou multiculturels.
Le type d'institution que vous venez de détailler, effectivement, est-ce qu'on fait des choix d'États fédéraux, centralisés, ultra-jacobins? Est-ce que les collectivités territoriales, qui par exemple au Liban ou dans le cas des territoires palestiniens ont pris le relais, sont les institutions avec lesquelles on devrait travailler? Et puis bien sûr aussi les incertitudes de la croissance. Et là on a toute la réflexion sur l'économie politique de ces États, puisque c'est aussi la crise de l'État rentier qui a amené les printemps arabes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on va être obligé d'entrer dans une transition post-rentière qui fait que l'achat des sociétés par les États, par les régimes ou par des communautés qui se sont accaparées les États sera de plus en plus difficile. Or, jusqu'à présent, on n'a pas de contre-modèle de croissance à l'État rentier fiable qui se dessine dans la région. Merci. Parfait. Donc, en quelques minutes, vous avez parfaitement replacé les questions qu'on a discutées. Donc, je me tourne maintenant vers Pierre-Jean Luizard et donc l'Irak. En juriste que je suis, quand j'ai lu la Constitution de 2005, j'ai trouvé que c'était une bonne formule. C'était une constitution fédérale où la citoyenneté irakienne était pleinement reconnue et où les différentes régions avaient un statut sous réserve que pour être une région fédérée, c'était la même chose pour les Kurdes que pour les autres. Il y avait toute une série de dispositifs juridiques très compliqués. Donc cette lecture, est-ce qu'elle est pertinente ou est-ce que la pratique a montré que finalement, cette constitution de 2005 fédéraliste, a du sens et où on en est actuellement? Je connais un peu ta réponse, mais je crois que ça serait mieux si tu nous la explicitais. Alors, bon, puisque tu connais ma réponse, non, mais je vais la répéter. Je crois qu'il y a une constante dans les pays du Moyen-Orient, c'est que en régime d'occupation étrangère, les constructions politiques vident l'espace public de son sens et ramènent les uns et les autres vers leur appartenance première, communautaire, ethnique et confessionnelle. Je me souviens très bien, au lendemain de la chute de Saddam Hussein, j'avais été sollicité par des officiels américains qui sachant que j'étais familier de l'opposition au régime de Saddam Hussein et qui me demandaient des conseils parce qu'ils avaient besoin de gens compétents pour reconstruire les institutions. Alors, je disais, un tel, il est membre du Parti socialiste révolutionnaire arabe, un tel membre d'une tendance du Parti basse, un tel membre du Parti communiste, et je voyais qu'il me disait non, mais c'est pas du tout ça qui nous intéresse. Est-ce qu'ils sont chiites, kurdes ou sunnites? Donc, voilà, tout était dit. Ils avaient très bien compris en fait, qu'il n'y avait pas d'autre reconstruction possible. De la même façon que les Anglais ont recyclé l'establishment ottoman dans le premier État irakien, les Américains n'ont pas choisi, ils ont été contraints, parce que c'était un système d'occupation étrangère, de reconstruire des institutions sur une base qui anéantissait tout espoir d'espace public et tout espoir d'une expression politique, d'une irakité qui est très, très problématique. Bon, sincèrement, je ne pense pas que les Kurdes soient des Irakiens. La question des Kurdes se pose différemment de la question du rapport entre sunnites et chiites. Et la façon dont des juristes américains ont principalement rédigé la constitution de 2005 irakienne rendait toute reconstruction impossible parce que sous prétexte de fédéralisme, avec la possibilité pour 3 régions, etc., bon, on voyait tout de suite à qui ça s'adressait. Les chiites ont fait la même chose dans la région de Bassora, où il y a une sorte d'émirat pétrolier qui prive les autres régions chiites des apports du pétrole. Ça ne pouvait être qu'aux dépens d'une reconstruction où chacun puisse se sentir citoyen. Là, on s'est adressé aux membres des communautés ethniques et religieuses et non pas aux citoyens. Et je dirais que ça n'est pas la faute des hommes politiques. Moi, je crois beaucoup plus à la faute du système et à la faute des institutions. Les hommes politiques sont les otages des institutions. On l'a très bien vu quand Nouri al-Maliki a été remplacé par Haïdar el-Abadi
en Irak après la déconfiture devant Daesh. Haïdar el-Abadi a dit oui, là il y a la corruption, il n'y a pas de service public, il faut d'abord vaincre Daesh et ensuite on s'occupera de la citoyenneté. Sauf que maintenant Daesh est vaincu, il a commencé à vouloir réformer, mais les membres de son parti lui ont dit attention, si tu t'en prends à nos privilèges, on scie la branche sur laquelle tu es assis et tu ne seras plus Premier ministre. Je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. La Constitution de 2005, en fait, a été élaborée, tu l'as dit, sous l'influence de juristes américains, sous la pression américaine, et avec l'idée d'affaiblir le centre au profit de certaines régions. Et donc, aujourd'hui, quels seraient les principes fondateurs d'un moment constitutionnel? Et cette fois-ci, les Irakiens, avec ou sans les Kurdes, un vaste débat, quelle serait leur ligne? Est-ce qu'ils repenseraient un fédéralisme différent ou est-ce qu'ils iraient vers autre chose? T'as 2 minutes. Je crois que le grand défi, et là, ça rejoint ce que disait Basma, c'est on a des sociétés plurielles qui ont une histoire et des identités également plurielles. Je ne pense pas que la solution soit, par rapport à ce qu'a dit Basma, de nier les identités majoritaires. Sous prétexte de respecter le pluralisme. Je crois beaucoup plus, par exemple, dans la revendication de cette alliance qui se noue aujourd'hui en Irak entre le mouvement sadriste et le Parti communiste irakien, et qui est de dire il faut une séparation de l'État et de la religion. Et ça vaut pour la Turquie également, où il y a une laïcité qui n'est pas une laïcité de séparation, il faudrait un système où il n'y aurait pas besoin de reconnaître, l'État ne reconnaîtrait aucun groupe ni ne subventionnerait à l'image de ce qu'on a en France, ce qui fait que chacun pourrait se positionner en tant que citoyen et non plus en tant que membre d'une communauté. Donc, à ce titre, je pense que la Constitution de 2005, il faudrait que les printemps arabes, et il y a eu des printemps kurdes et arabes en Irak, puissent accoucher de forces politiques, à l'image de l'alliance entre les sadristes et le Parti communiste irakien, de forces qui prônent une remise à plat des institutions et pourquoi pas des référendums, une remise à plat des États et des frontières, sachant que le tout est quand même très lié, et de grâce revenir sur les solutions entre guillemets toutes faites, inspirées par des puissances d'occupation dont on sait qu'elles mènent le pays à sa perte. Donc, avant de voir s'il faut un fédéralisme ou un confédéralisme, etc., il faut voir est-ce que les sociétés, par exemple, désirent des États de type westphalien, européen, avec des frontières telles que nous, on les connaît en Europe. Tu es en train de dire qu'il faudrait revenir à un empire. On en parlait, les gens d'Deir ez-Zor se sentent beaucoup plus proches des gens d'Al-Qaïm, voilà. Et Mossoul et Alep sont 2 villes jumelles, hélas, qui ont subi le même sort. Donc, ces frontières, ce ne sont pas les frontières Sykes-Picot, mais ce sont des frontières qui ont coupé en deux des populations qui n'avaient rien demandé. Donc la citoyenneté est liée aux frontières, est liée à la nature des États. Et avant de penser au fédéralisme ou au confédéralisme, peut-être qu'il y a d'autres formes d'États que ceux que l'Europe veut promouvoir dans la région. Jacques, tu rebondis là-dessus ? D'abord, si l'on part de tes 3 pistes, la piste fédéraliste, la piste de l'État citoyen et la piste communautarisée, la réponse n'est peut-être pas uniforme pour chacun des cas que nous avons étudiés. Il n'est pas sûr qu'il y ait une réponse unique à une situation plurielle. D'abord, rappelons-le, on n'a pas parlé, pas beaucoup, parce qu'on a parlé un peu de l'Iran, de 3 entités qui sont l'Iran, qui elle... Mais l'Égypte, c'est... L'Égypte, bien sûr. Voilà. Par contre, la Turquie, on en a beaucoup parlé. Parce que certains considèrent que la Turquie, très bien, c'est réglé, c'est un État-nation laïque. Et pas du tout. Pas du tout. Nos 2 amis qui ont parlé du problème kurde ont montré que l'État turc est maintenant affronté à des problèmes qui sont ceux de ses voisins du Sud. Bon. Alors,
la piste, quand même, des trois pistes que tu as évoquées. La piste communautariste, la piste communautarisée, c'est le Liban. Je considère que le Liban doit continuer à vivre à partir de cela. Il ne peut pas vivre autrement. Je ne vois pas comment le Liban pourrait échapper au pacte national et à ce qu'il est. Mais avec une citoyenneté, avec plus de citoyenneté. Il a la démocratie, il a les élections, il manque une citoyenneté. Tu irais jusqu'à dire que c'est une société à côté de l'État ou sans l'État est-ce que ça... Non, je pense qu'il y a un patriotisme libanais. Non, je parle de l'État en tant qu'appareil reconnu. Oui. Je pense qu'il y a, oui. Je pense que il peut y avoir une société sans l'État et un État sans société. Nous avons connu cela nous-mêmes en Europe, avant Westphalie. J'ai toute la journée eu envie de rappeler cette comparaison historique entre ce que vit le Moyen-Orient et ce qu'a été la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans a été un tournant dans l'histoire de l'Europe. D'abord, le point de ressemblance, c'est que ça a été la guerre la plus atroce que vécu le continent européen. Toutes les exactions commises dans les guerres qui ont suivi, y compris les 2 guerres mondiales, ne valent pas les exactions commises dans la guerre, les atrocités. Bon. La moitié de la population allemande disparaît. Voilà. Deuxièmement, c'est pas une guerre entre États, c'est une guerre entre communautés, identités religieuses. Ça ressemble un petit peu. Voilà, protestants, catholiques, l'Empire. Bon, c'est une guerre, c'est un conflit complexe dans lequel les acteurs sont étatiques, semi-étatiques, communautarisés et impériaux. Donc un mélange d'acteurs. Avec une petite différence quand même, c'est qu'il n'y avait pas de puissance coloniale étrangère qui a imposé un système politique à des populations. L'Empire, un peu la France. Ah oui, oui, mais pas dans le même contexte. Il y a eu quand même des appétits impériaux de la part de la papauté, de la part de l'Empire tout simplement. Troisièmement, ce processus s'est réglé par des traités de Westphalie qui ont été un long processus. Ça n'a pas été en 3 mois, en 6 mois, ça a été des années. Et ce processus de réconciliation qui s'est fait à Westphalie, s'est fait entre tous les acteurs. C'est-à-dire les grandes puissances européennes, la France, la Suède, l'Espagne, l'Empire, mais toutes les petites principautés allemandes, à égalité juridique. C'est là que le principe de l'égalité juridique des États a été posé. C'est à Westphalie. Parce qu'on s'est rendu compte que si on ne posait pas le principe de l'égalité juridique des acteurs, on n'arriverait pas à négocier. On a donc établi une règle du jeu dans laquelle chacun doit pouvoir parler d'égal à égal avec les autres, et où la solution relève d'un consensus entre l'ensemble des acteurs. Ça a duré des années, Westphalie. Bon. Donc, je veux dire, ce processus, guerre de 30 ans, Westphalie, et ça aboutit à des solutions empiriques pour chacune des situations. Par exemple, pour le règlement de l'Empire germanique, pour la solution des protestants de Bohême. Bon. Tout ça pour dire que, pour répondre à ta question, je crois que la différenciation des pistes demeure valable pour la suite. Je crois que la piste communautarisée demeure applicable au Liban. Est-ce qu'elle ne peut pas être applicable à la Syrie, qui vraiment, cette multiplicité, je veux dire, de communautés qu'on peut rappeler Basma, mais un communautarisme qui tire l'expérience de ce qui s'est passé dans l'histoire de Liban à partir d'institutions fabriquées par l'ensemble des communautés syriennes, des minorités, majorités à égalité juridique, et qui aboutissent à un État mi-fédéral, mi-communautaire, voilà, pour la Syrie. Ce qui ne serait pas le cas d'Irak. L'Irak, c'est, à mon avis, différent. Donc cette pluralité des réponses, mais il y a quand même un élément très fort sur lequel je conclurai, c'est l'État. C'est le désir d'État. Le désir d'État, c'est-à-dire qu'au fond, ils ont quand même un siècle, ces États faillis.
ils ont un siècle, et leurs frontières ont un siècle. Il s'est développé des patriotismes au sein de chacun, des éléments nationaux. Si on reprend les analyses de Gellner, du sociologue Gellner, les nations viennent de la nationalisation des sociétés. Et je pense que dans chacune de ces sociétés, il s'est produit en un siècle des processus de nationalisation qu'il ne faut pas perdre. Au contraire, qu'il faut développer. Mais c'est possible parce qu'il y a les frontières, parce qu'il y a les États. Alors, partir des États existants, il y a 2 ans, on ne disait pas ça. Il y a 2 ans, Daesh avait envahi la Syrie, on disait faillite des États, l'État disparaît, la Syrie, l'Irak, ça n'existe plus. Non, je crois qu'aujourd'hui, on en revient à une analyse étatique, mais avec l'expérience disons, comparative européenne et l'expérience comparative libanaise. Merci Jacques. Je viens vers toi, Asma. Tout à l'heure, tu as parlé de contrat social. Tu as évoqué la démocratie en disant ce qui est fondamental, c'est l'état de droit. Donc comment tu imagines, dans un avenir, j'espère proche, que ce moment constitutionnel puisse se faire? Et ça passe forcément par une assemblée constituante, on l'évoquait tout à l'heure. Donc comment à la fois on peut fonder une constitution, et quels seraient les principes de cette constitution sur la base de toutes les interrogations que nous avons? Je pense qu'on est effectivement dans une interrogation qui mérite sans doute beaucoup plus de temps que nous n'en avons, mais pour faire court, partir de l'idée que dans des États qui ont été gérés par des prédateurs, donc qui ont été dévoyés, dont le concept même a été affaibli et abîmé de cette manière, il faut repartir d'accords ou de textes fondateurs. Ce n'est pas encore la Constitution, mais dans plusieurs contextes hors de cette région, on pense à l'Afrique du Sud, il y a d'abord une série de principes qui sont énoncés comme étant des principes qui vont diriger ou qui vont inspirer la Constitution. 34 principes pour l'Afrique du Sud. Je pense que ceci a inspiré les Nations Unies pour envisager des principes fondateurs de ce type-là, des principes qui n'ont pas été appelés supraconstitutionnels pour ne pas effrayer, mais qui sont bel et bien des principes supraconstitutionnels. Autrement dit, qui sont des principes directeurs et des principes auxquels on ne touchera pas. Parce que la loi de la majorité dans ces pays-là ne conduit pas à un pouvoir légitime et reconnu par tous, et surtout ne conduit pas à la recomposition de la société. Donc l'idée qu'on peut partir de principes fondateurs, qu'un texte constitutionnel puisse être élaboré à travers une négociation et non pas encore par une assemblée constituante. On est typiquement dans ce moment-là pour la Syrie. Je prends cet exemple parce que je le connais de manière un peu intime. La communauté internationale ne voit pas ce qu'est l'après-Assad, n'arrive pas à imaginer ce qu'est l'après-Assad. Elle est effrayée, certains pays pour leurs intérêts, d'autres parce qu'ils pensent que ça va être l'islamisme et ils en ont peur. Une grande partie de la société syrienne elle-même s'interroge et donc c'est l'inconnu. Cet inconnu doit donc trouver une réponse autrement que par procédons à une élection, élisons une assemblée constituante et allons-y, elle sera légitime pour choisir une constitution. Il faut que l'on trouve cet équilibre entre ce qui est possible et refondateur et ce qui est légitime. Autrement dit, si l'on part de principes fondateurs qui vont guider la rédaction de la Constitution, que cette Constitution est rédigée à titre pas tout à fait provisoire, parce que si elle est provisoire, elle est trop facilement remise en question après. Mais si elle est rédigée en respectant ces principes, alors nous pouvons entamer un processus
qui est celui de la formation d'une assemblée, éventuellement d'une assemblée constituante, ou d'un référendum, d'un processus légitimant cette constitution. Un référendum est probablement la meilleure façon de procéder, mais c'est d'abord ce consensus international fort. L'ex-Yougoslavie a été recomposée comme ça. C'était plus facile dans un contexte européen. Comment sont désignés les personnes, les acteurs qui vont rédiger, discuter les principes fondateurs? D'abord des démocrates de préférence, des experts constitutionnels, des juristes, des constitutionnalistes, et puis des représentants des forces politiques et sociales. On ne peut pas les éviter. Il y aura forcément des chefs religieux, il y a forcément, mais des gens qui vont représenter toutes les composantes de la société. Cette pratique est ancienne maintenant. Je pense que la Syrie peut bénéficier de beaucoup d'expériences internationales qui ont été plus ou moins réussies. Mais je pense que je voulais souligner tout à l'heure, et je le souligne à nouveau, l'importance de l'état de droit. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas rédiger un texte dans le vide. On ne va pas débarquer dans un pays qui n'a plus de pouvoir judiciaire, la justice est totalement dévoyée en Syrie. Donc, où en sont les avocats, les juges en particulier, les magistrats? Où sont-ils? Il faut donc un travail de reconstitution et de reconstruction des capacités des différentes institutions. La justice est un des secteurs, le secteur majeur, la branche du pouvoir majeur, qui va permettre de donner à une constitution une réalité quelconque. Donc, il faut travailler sur les magistrats. Nous disons à la France, qui est à l'origine du système judiciaire syrien, mais prenez conscience du fait que vous avez là un élément d'influence, si vous voulez avoir une politique d'influence, et puis surtout que c'est absolument vital pour que la Syrie reparte. Donc, au lieu de regarder les élections et les référendums, partons plutôt de ce type d'institution. Éliminons d'abord les tribunaux d'exception, le tribunal du terrorisme au nom duquel Assad condamne tous les jours des gens qui meurent en prison. Bon, partons plutôt de l'institutionnel, ça me paraît important. Je ne vais pas mettre ça en face de l'autre choix qui est celui du fédéralisme. Et je voudrais tout de même passer une minute là-dessus. La fédération est un concept qui peut-être convient à des sociétés de ce type-là. En tout cas, elle me paraît plus satisfaisante que le partage communautaire. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose. Le partage communautaire au Liban, il permet un peu de liberté d'expression, mais il permet aussi de voler, de s'accaparer n'importe quoi, de n'être responsable devant personne, parce qu'on est une communauté, et même si on échoue 100 fois, on est toujours le représentant de cette communauté. Donc on est quand même face à des problèmes majeurs de gouvernance, et les Libanais étouffent ce système, et certes cherchent exactement par toutes sortes de mouvements sociaux, etc., n'y arrivent toujours pas, parce que c'est trop puissant. Bon. Donc, je ne pense pas que ce modèle, d'ailleurs, les Syriens disent tous, nous n'en voulons pas. C'est très intéressant, ils n'en veulent pas. C'est clair, au moins. Alors, ils veulent, certains pensent au fédéralisme, mais ils ont conscience aussi que parler de fédéralisme à un moment où un État central n'existe presque plus, c'est la recette pour la partition. Parce qu'une fédération réussie, c'est d'abord un État central qui sait organiser les relations avec les différentes régions. Sinon, on n'a pas d'État fédéral. Sinon, on est parti sans État. On habille une partition d'une appellation quelconque. Qu'est-ce que le fédéralisme? Eh bien, il y a autant de fédéralisme qu'il y a de fédération. Et ce grand discours sur pour ou contre la fédération, les Kurdes, les Arabes et autres s'opposent et s'étripent là-dessus, c'est complètement idiot parce qu'en réalité, si on va les mettre ensemble et qu'ils vont discuter du contenu de cette appellation, que ça s'appelle fédération ou décentralisation, ils vont parler de levée d'impôts, de budget, de partage des ressources, de quelles sont les forces de sécurité, quels sont les services sociaux que le pouvoir va apporter. Et dans 20 ans,
le Kurde ne réagira pas autrement que l'Écossais qui s'est dit « Ah ben non, mais je vais perdre ma sécurité sociale en échange de l'indépendance de l'Écosse et donc je ne veux plus de cette indépendance. » Donc nous serons dans des considérations, si l'État existe et qu'il a des capacités, les calculs vont totalement changer. En réalité, les communautés cherchent des projets à elles-mêmes lorsque l'État n'est plus un port d'attache attrayant ou satisfaisant. Donc je pense que sur le fédéralisme, il faut faire très attention. Peut-être qu'il conviendra, mais certainement pas au moment où l'État est en train de se reconstituer. Et enfin, un point sur... les communautés ne pourront pas, elles étoufferont, si elles n'ont pas, et c'est le cas au Liban, si on ne crée pas dans tous ces États-là, dans les constitutions d'ailleurs, un espace civil neutre. Là où le code du statut personnel va être une bataille, il l'a été dans les pays du Maghreb, c'est très intéressant. Aujourd'hui, dans tous ces pays-là, si nous n'avons pas un espace civil neutre qui permet aux citoyens de se marier selon sa communauté, dans sa communauté et selon la charia islamique ou la loi druze ou l'Église, ou bien d'aller se marier selon les lois lois civiles. Les lois civiques du pays et organiser tout ce qui est statut personnel, l'héritage, la garde, tout ce qui se rattache au statut personnel. La création de cet espace neutre, c'est le seul qui peut permettre de dire il y a un espace de citoyenneté. Sinon, on se raconte des histoires. D'ailleurs, ces régimes qui parlent de laïcité, il faut savoir qu'ils ne veulent jamais qu'il y ait un tel espace. Jamais ces dictatures n'ont voulu qu'un espace comme celui-là existe, et pourtant ils se disaient, et ils se disent toujours, laïques. Voilà. Je m'arrêterai là pour ne pas faire trop long. Hamid, tu voulais parler surtout des questions de responsabilité. Oui, la question de responsabilité, éventuellement revenir aussi dans ce cadre-là, à la fois sur la Syrie, et penser la question des fluidités transfrontalières, hein, parce qu'on pense beaucoup l'État, mais on ne pense pas la transfrontaliarité, alors que je pense que l'une des questions centrales qui se pose, c'est ça. Nous, j'étais très content, Basma, que tu mentionnes la question de la responsabilité, qui est revenue aussi, Jean-Paul. Donc, ce qui m'intéresse, je ne suis pas du tout juriste, à vrai dire, je ne suis pas philosophe non plus, mais l'absence de ce débat dans le monde musulman. Abdullah Laroui l'avait déjà remarqué il y a une quarantaine d'années, en montrant que les acteurs dans le monde arabe ne prenaient pas de responsabilité. Ils étaient chargés soit d'une mission historique, hein, soit c'était la roue de la fortune. Et donc, du coup, ils étaient une sorte d'actant. Et l'actant ne peut pas avoir de responsabilité. Et cette question me paraît d'autant plus importante qu'à la fois pour Aristote, hein, je ne suis pas philosophe non plus, hein, mais à la fois pour Aristote, pour Kant hein, et pour Hannah Arendt, hein, c'est la responsabilité qui détermine le statut de majeur. Et la responsabilité va inévitablement de pair avec la liberté. Si on n'a pas de responsabilité et la liberté de liberté, on n'a pas le statut de majeur. Laissons tomber de côté la notion de la citoyenneté, on n'est pas majeur. Or, ce qui m'impressionne dans le monde arabe, hein, c'est que du génocide arménien, des Arméniens jusqu'à aujourd'hui, aucun acteur, à aucun moment, n'a pris la responsabilité. Et cette question de la responsabilité n'a pas été discutée socialement. Ça n'a pas fait partie des débats citoyens. Prenez, effectivement, la création des États, après le génocide, la fin de l'Empire ottoman, je ne référais pas ici le bilan de colonialisme et le jugement de colonialisme, mais la guerre civile libanaise, la guerre Iran-Irak, la guerre civile algérienne quand même, qui était quelque chose d'extraordinaire. Un Bachar al-Assad qui dit très clairement, mais aussi de l'autre côté Kadhafi, qui dit très clairement à sa société qu'il va devenir le behemoth de sa société, détruire sa société pour assurer la survie de ce régime. Et toutes ces questions-là n'ont pas été discutées, y compris aujourd'hui. On a du mal à poser la question syrienne en termes éthiques. Voilà, ce n'est pas uniquement un problème disons, géopolitique, ni de la survie des régimes, mais un problème éthique. Comment ça se fait qu'il y a eu 1200 milices en Syrie? Ça veut dire le temps et l'espace syrien ont été fragmentés en 1200, en très peu de temps, en 2013. Comment ça se fait qu'il y a eu 1000 attentats suicides la destruction du temps et de l'espace de 2003 à 2013 en Irak? Je pense que ces questions-là, peut-être sont des questions urgentes que la cité arabe la cité du Moyen-Orient doit se poser, mais aussi la cité démocratique. Est-ce que la cité démocratique en Occident, est-ce qu'elle n'a pas capitulé devant l'antidémocratie?
Est-ce qu'on n'a pas capitulé finalement devant Bachar al-Assad? Est-ce qu'on n'a pas capitulé devant la Russie? Est-ce qu'on ne capitule pas aujourd'hui devant la Turquie et devant l'Iran? Et je pense que ces questions-là aussi ne peuvent pas être retardées. D'autant plus que j'ai l'impression que la cité démocratique a perdu aussi son intelligence, ce qui n'est pas exceptionnel parce qu'Ibn Khaldoun et Hegel disaient que le prince était bête, que la bêtise faisait partie du pouvoir et que le pouvoir tuait l'intelligence, mais on avait tous les éléments pour éviter ne serait-ce que Bataclan. L'opposition syrienne nous disait dès 2011 que si rien n'était fait, le mouvement allait se militariser, la militarisation allait être suivie de la confessionnalisation, ce qui n'était pas une fatalité. La confessionnalisation allait être suivie par le djihadisme et la Turquie n'allait pas contenir le flux de réfugiés, mais on n'a pas su utiliser le savoir pour produire de l'intelligence. Et cela m'amène aussi à la question de la Syrie, sur laquelle, Basma, tu as beaucoup insisté, à raison. Je n'ai aucune licence pour parler de la reconstruction de la Syrie, mais en tant que citoyenne moyen-orientale et en tant que Kurde de l'autre côté, malgré tout, un peu oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le plus urgent, avant de penser le reste, c'est de comprendre que la survie est la vie. Et la survie peut devenir un espace, donner lieu à un espace de résistance. Aujourd'hui, il y a 7-8 millions de Syriens à l'étranger. Et la situation de ces étrangers est absolument dramatique. La société syrienne se dissolve aussi à l'extérieur, pas uniquement à l'intérieur. Voilà, les mariages extrêmement précoces, en 2e, 3e, 4e mariage d'un Turc riche ou d'un Saoudien riche, les viols internes, les divorces. Et je me demande si aujourd'hui, l'urgence absolue n'est pas de consolider cet espace, qui est l'espace de survie, pour que cet espace de survie devienne l'espace de vie, et que cet espace de vie devienne un espace de résistance et de reconstruction. Et par rapport à cela, j'ai l'impression que les acteurs à la fois syriens, mais aussi les acteurs allemands, français, ne parlons pas des Turcs de toute façon ou des Libanais. On a écouté de toute façon un discours sur le Liban. C'était comme si c'était les Syriens eux-mêmes qui étaient responsables non seulement de leur malheur, mais aussi des malheurs de Liban. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sorte de mépris pour cette communauté, alors que cette communauté est une communauté à ressources. Et dans ce cadre-là, j'espère effectivement que les Kurdes syriens, après surtout le cynisme de la Russie et du régime, feront le choix d'un rapprochement très net avec l'opposition pour transformer cet espace kurde syrien en un espace de vie, de survie et d'imagination du futur. Et la question de responsabilité, si j'ai encore 2 minutes. 3. Voilà. On a beaucoup parlé effectivement de fédéralisme, on a beaucoup parlé aussi de la question de, voilà, effectivement, quelle représentation. J'ai l'impression qu'on a aussi peut-être un imaginaire politique assez bloqué. L'une des questions est peut-être de savoir comment on peut débloquer, libérer notre imaginaire politique. Et peut-être que je serais beaucoup plus critique par rapport au traité de Westphalie que j'ai beaucoup étudié. Et d'ailleurs, j'utilise le terme de la guerre de 40 ans au Moyen-Orient, parce qu'effectivement, à partir de 79, les premières guerres ou révolutions iraniennes, etc., on est vraiment dans une guerre de 40 ans. Il y a une comparaison possible aussi avec la guerre de Péloponnèse, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et j'ai l'impression que là, il y a vraiment des continuités. Mais en même temps, est-ce que la Westphalie peut être notre seul horizon ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des futures constructions qui ne remettraient pas en cause les frontières, mais qui permettraient une fluidité transfrontalière? Une fluidité transfrontalière parce que dans le discours national qui est très maurassien, la frontière est associée au sang, à l'honneur, et par conséquent au passé de la nation et au son futur. Quand vous lisez par exemple Erdogan dit, eh bien, on avait une patrie de 18 millions de kilomètres carrés, maintenant il ne nous reste que 780 000, et ils veulent nous piquer cette petite patrie. Cette petite patrie, ça fait quand même 3 fois l'Angleterre. Donc, mais voilà. Et la question que je me pose, c'est comment on peut à la fois protéger, préserver les frontières et en même temps les rendre totalement fluides. Et dans ce sens-là, la question kurde peut-être doit être posée différemment que la question chiite, sunnite, alawite, sunnite. On n'est pas du tout en face d'une question qui peut se nourrir d'une sacralité confessionnelle radicalisée. La question chiite, sunnite est devenue une question biologique à 2 reprises en Irak.
La question alawite sunnite est devenue une question biologique aujourd'hui. La Turquie et l'Iran ont contribué à transformer cette question en une question biologique. Autrement dit, c'est l'existence de l'autre et non pas ce qu'il fait qui est considéré comme une menace. Dans la question kurde, on n'a jamais été dans cette perspective. Et on peut parfaitement penser qu'il y ait des entités autonomes kurdes, elles s'appellent fédération, autonomie ou je ne sais plus quoi, que ces entités ont à la fois un lien de dépendance sincère et constructif avec le centre, et de l'autre côté, continue des rapports, des liens avec le reste du Kurdistan. On peut dire qu'effectivement, au Kurdistan irakien, on a vécu, les Kurdes ne se considèrent plus du tout irakiens, je suis absolument d'accord avec toi, il n'y a pas de langue politique commune, alors qu'il y avait une langue politique commune il y a quelques années, mais dans les années 2003 à 2010, les Kurdes se sont kurdistanisés et ré-irakisés. À la limite, c'est eux qui ont porté l'Irak en tant qu'entité, parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y avait que les chiites et les sunnites, et la guerre de nettoyage ethnique. Donc on peut imaginer une fédération au Kurdistan irakien, on peut envisager une autonomie au Kurdistan syrien, et d'autant plus que le pays des Grecs ne veut pas d'État. Ne veut pas d'État parce que il a adopté une doctrine anarcho-marxiste, et dans cette anarcho-marxiste de Murray Bookchin, dans cette logique, dans cette doctrine-là, il n'y a pas de place à l'État. Il y a la place à la représentation et à l'exercice direct de la démocratie. D'accord, il n'y a pas de démocratie, trop d'hégémonie, mais on peut parfaitement envisager qu'il y ait vraiment ce type de construction et le Kurdistan soit unifié, non pas en tant qu'État reconnu comme, mais en tant qu'un système de fluidité. Cela, les jeunes ne connaissent pas, mais à l'austro-marxisme. L'austro-marxisme des années du début du siècle, incarné par Bauer et Renner, Otto Bauer et Karl Renner, finalement ne défendaient pas autre chose. Est-ce qu'on va détruire l'empire austro-hongrois pour créer énormément d'États, ou est-ce qu'on va trouver des formes de représentation, des formes de souveraineté qui ne seraient pas nécessairement westphaliennes, mais qui satisferaient les immenses minorités ethniques et nationales austro-hongroises? Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, on va... Excellent. On va peut-être prendre encore quelques minutes, juste quelques minutes. Je voudrais rebondir sur deux points. Le premier, c'était sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la justice transitionnelle. Personne ne l'a repris. Je disais, pendant que Pierre-Jean part discrètement... Vas-y. Oui, j'ai évoqué tout à l'heure la justice transitionnelle. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que après ces séries tragiques, l'idée qu'on peut passer une transition et continuer comme avant me paraît inimaginable. S'il n'y a pas des processus réparateurs. Et il y a donc cette justice transitionnelle qu'on connaît si peu en France, alors que dans le monde anglo-saxon, on en parle beaucoup. Donc je voulais avoir votre regard là-dessus en quelques mots. On va s'arrêter autour de 19h, mais au moins que vous réagissiez tous les quatre brièvement là-dessus. Ce qui m'inquiète, c'est que apparemment la justice transitionnelle est en recul. Là aussi, il y a un cynisme. Entre nécessité d'État et nécessité de sur-État, quand bien même cet État ne serait plus qu'un État milicien, comme l'État de Bachar al-Assad. L'État de Bachar al-Assad, c'est un peu pareil. Donc j'ai l'impression que beaucoup d'acteurs aujourd'hui excluent cela. Non, je pense que c'est qu'on peut faire aujourd'hui, mais comme on aurait dû le faire par rapport à la guerre civile libanaise, la guerre Iran-Irak, etc., c'est de constituer des dossiers. Instruire le procès très concrètement, préparer cette justice. Il ne s'agit pas d'exécuter des gens, d'envoyer des gens en prison, etc. Non, mais que la vérité soit dite. Et pour cela, je pense qu'il faut dès aujourd'hui instruire le dossier. Étant entendu que quand on parle de justice transitionnelle, il y a la dimension procès, au pénal, et il y a la dimension de remettre la victime au cœur d'un débat, et donc la question de la vérité. Les commissions vérité et réconciliation, par exemple, ou équité et dignité, ces mots-là, qui sont les termes de ces différentes commissions, ont un sens très fort. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais pas seulement. C'est ça aussi. C'est donc il y a au moins les deux volets. Il y en a même un troisième, qui est la réforme de l'État, pour essayer que ça ne se répète pas. C'est le principe dit de non-répétition. C'est encore autre chose. Mais au moins sur l'idée de commission vérité et dignité, vérité
Et réconciliation, voilà, me paraît fondamentale. Et je me demande d'ailleurs si on ne peut pas dissocier les deux choses. Je me rappelle, au Kurdistan d'Irak, quelqu'un me disait, mais on ne peut pas juger Saddam Hussein. Ça fait pas sens. Je veux dire, c'est en dehors de nos catégories de justice. Hein. Donc la question, effectivement, c'est beaucoup plus la question de la vérité, même si personnellement, je souhaiterais que Bachar al-Assad soit jugé. Le jour où Bachar al-Assad sera jugé, de toute façon, je pense que déjà, Hitler est au-delà des catégories qu'on peut imaginer. Y compris le procès de Nuremberg est un non-procès parce que c'est au-delà de ce que la justice peut accepter comme catégorie. Mais la vérité et la justice, ça veut dire qu'effectivement, que rien ne soit perdu. Et la reconnaissance. Et la reconnaissance. Du fait qu'on a été victime. Voilà. Et que ça ne recommence pas. En Irak, ça peut recommencer. La non-répétition, voilà. C'est un principe de base. Voilà. J'espère que le Liban se maintiendra sur la brèche. Mais voilà, rien n'a été fait. Au Liban, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a finalement promu les miliciennes en maître d'État après la guerre. En fait, voilà. Au Liban, on a décidé d'oublier. C'est le premier point. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des lois d'amnistie. Moi, j'aime bien l'expression de justice reconstitutive. Oui, oui. Et c'est important d'utiliser ce type de terme parce que la justice transitionnelle a une fonction refondatrice. Quand on parle d'état de droit et qu'on parle d'un système de justice qui est réhabilité et qui va donc fonctionner en principe, on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas à la clé, au départ, à une justice transitionnelle. Donc la justice transitionnelle et cette vérité, elle est effectivement d'abord fondatrice de l'état de droit et de la notion de droit, pas seulement de l'état de droit, mais la notion de droit pour le citoyen et pour ses propres droits. L'autre élément fondamental dans la justice transitionnelle, c'est la responsabilité dont parlait Hamid. Je crois que autant le dictateur, on doit décrire, formuler la nature de ces crimes et le caractère systémique de ce qui a été commis. Le procès Eichmann est un modèle tout à fait passionnant pour dire qu'est-ce que c'est que la responsabilité. Je me souviens d'un témoin, d'un agent de police dans les services rwandais de sécurité qui disait avant qu'il y ait une commission équité, réconciliation et des procès, je ne savais plus ce qui était le bien et le mal. Je faisais ce qu'on me disait de faire, c'était légal, c'était les ordres du pouvoir. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle mal maintenant. Et toutes ces notions, donc, je crois, sont au cœur de la nécessité absolue d'un système de justice transitionnelle. Alors, pour en venir à ce qui se passe actuellement, il y a eu documentation systématique. C'est le conflit le plus documenté, peut-être, de l'histoire des conflits contemporains. Il y a surtout la création d'une structure tout à fait inédite, qui n'existe dans aucun autre contexte, qui n'a pas d'équivalent, qui s'appelle IIIM, le mécanisme indépendant impartial international, je crois. Et ce mécanisme, faute de pouvoir porter ces dossiers devant la justice internationale, devant la Cour pénale internationale, ce mécanisme est financé par un certain nombre de pays et il a pour rôle de constituer les dossiers, d'instruire les dossiers, enfin de préparer pleinement, c'est-à-dire de passer de la documentation à la préparation du dossier total qui peut être transmis du jour au lendemain à une cour pénale. Une des grandes difficultés quand on parle de justice transitionnelle, c'est qu'à un moment donné, il y a évidemment une configuration de rapport de force. Et ce rapport de force détermine assez largement la possibilité ou l'impossibilité, en tout cas à un moment donné, de lancer un processus transitionnel. Il y a quelques jours en Tunisie, par exemple, vous avez dû suivre ça, où il y a un processus de justice transitionnelle. Il semble en très grande difficulté ces jours-ci, parce que le parti au pouvoir, enfin un des partis au pouvoir, Nida Tunis, il a beaucoup de gens du RCD, donc des gens du Ben Ali qui sont dedans, et il essaie de bloquer le processus. Donc on est toujours dans ce rapport entre une recherche indispensable d'éthique pour essayer de reconstituer, réconcilier, ou concilier, parce que la réconciliation voudrait dire qu'au départ, il y avait conciliation, ce qui n'est pas forcément évident, et en réalité, on a affaire à ces rapports de force. Dorothée, peut-être que vous voulez dire quelques mots là-dessus. Oui, alors d'abord, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'on n'est pas encore c'est pas encore le bon timing, on n'est pas encore entré dans la temporalité de la justice, mais qu'il faut le préparer. Je crains qu'on soit dans un moment où on est dans une perte de confiance complète, bien sûr, dans les institutions,
dans les processus judiciaires, ce que disait effectivement Basma sur le fait qu'il faut peut-être d'abord et avant tout réformer la justice pour atteindre à nouveau un minimum de confiance sociale dans ces contextes extrêmement dégradés. Je crains aussi qu'on soit dans une absence de confiance de tous les processus multilatéraux et de ce qui vient de l'extérieur. Donc ça, c'est sur l'histoire du rapport de force. En revanche, évidemment, ces processus de justice traditionnelle sont extrêmement importants aussi pour une autre raison qui n'est pas uniquement éthique ou de juger, qui est aussi le point de départ des nouveaux récits nationaux. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Historiquement, la mise en scène, le théâtre presque de la justice transitionnelle, ça a été valable pour l'Afrique du Sud. C'est valable bien sûr après la Seconde Guerre mondiale, pour les jugements des criminels nazis. C'est valable pour l'Afrique du Sud. Et moi, j'ai une chose sur laquelle je me suis toujours interrogée en Turquie, qui était l'absence, le trou noir complet de la mémoire sur le coup d'État de 1980. Et je trouve que ça aurait été extraordinaire si 30 ans après, on avait pu effectivement ouvrir, comme il se trouve qu'aujourd'hui on nous explique que c'est les gulenistes qui ont fait mine de le faire, mais on a commencé à juger des militaires et on avait commencé à remonter jusqu'à Kenan Evren, qui est mort avant que ça se passe. Et maintenant, au contraire, on est reparti complètement, on a complètement rétro-pédalé, puisqu'on nous explique que c'était des faux procès, que ça fonctionnait pas. Mais c'était un moment, pour moi, absolument indispensable pour arriver à sortir précisément de cette succession du coup d'État. Et aujourd'hui, la mise en scène de la résistance démocratique au coup d'État, qui est complètement aberrante, parce qu'évidemment, c'est pas du tout ça qui se joue en Turquie aujourd'hui. Merci. Jacques, un mot là-dessus? Oui, parce qu'il est maintenant. Oui, on va arrêter. Je crois que le moment actuel, faut voir ce qu'il est. On a dit qu'on est dans un moment post-Daesh. C'est pas encore tout à fait vrai. Notre ami nous a rappelé le nombre d'incidents, de problèmes qu'on a demandé aux Peshmerga de régler donc, par rapport à Daesh dans les dernières semaines et les derniers mois. Bon. En Syrie, c'est pas encore totalement réglé. On est loin. Donc la question de Daesh n'est pas derrière nous. Et du coup, je veux dire, l'ensemble des processus d'intervention militaire qui sont en Irak et en Syrie sont encore tous présents. Qu'il s'agisse de l'intervention des armées nationales, enfin dites armées nationales, des puissances des coalitions internationales et autres. Donc le volcan n'est pas encore en voie de refroidissement. La justice transitionnelle m'apparaît un petit peu prématurée à monter maintenant. Par contre, c'est maintenant le moment de penser de quelle façon cette justice transitionnelle pourra se faire. Comme tu le sais, Jean-Paul, ça a marché, là, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Tunisie et autres, parce qu'il y avait un état de droit. Voilà. Et que les volcans étaient retombés, aussi bien en Argentine. Bon. Là, on n'est pas encore tout à fait dans ce moment-là. On est à un moment où, me semble-t-il, il y a d'autres questions qui se posent. La question des réfugiés et des déplacés, la question humaine. Ce qu'a rappelé notre ami Saïd Chaya, et quand il a reproché, en nous quittant tout à l'heure, il n'a pas reproché, il a dit à Basma, tu as parlé longuement de la Syrie, tu n'as pas parlé des réfugiés. On a senti dans son intervention l'angoisse libanaise par rapport à tous ces réfugiés. Bon. Il n'y a pas seulement que les réfugiés, il y a les déplacés à l'intérieur le nombre de déplacés syriens à l'intérieur de leur propre État. Donc je pense qu'il y a une question humanitaire qui se pose aujourd'hui, alors que les combats sont terminés dans la Ghouta et à Afrin. Que fait-on des populations qui sont là? Est-ce qu'elles restent sur place? Est-ce qu'elles reviennent chez elles? Est-ce que les chrétiens reviennent dans leur zone? C'est ce qui commence à se faire en Irak. Voilà, les populations, les hommes de ces deux pays, est-ce qu'ils peuvent commencer à revivre dans leur environnement? Ou est-ce qu'ils sont destinés à rester là où ils sont, en Turquie, en Europe et au Liban? Et là-dessus, je pense qu'il pourrait y avoir un minimum de consensus entre les puissances et les États de la région. On a tous intérêt, les États de la région, comme la Russie, les États-Unis, à ce que cette question des réfugiés, des déplacés, se pose.
se pose, soit posée et soit réglée, pour éviter les flux migratoires d'un côté, pour éviter la déstabilisation supplémentaire du Liban de l'autre, pour permettre au tissu sociétal de reprendre, pour donner confiance, comme l'a dit Dorothée, que les populations puissent retrouver un destin sur leur terre. Donc il me semble que la première question est celle-là, c'est la question humaine, c'est la question des hommes et des femmes et des enfants de ces pays, qui peut, me semble-t-il, maintenant être posée une fois que chacun est fixé dans sa zone. Maintenant, Erdogan a sa zone les Américains ont un peu leur zone en Syrie, les Russes. Donc voilà, chacun est chez lui sur son bout de terrain, chacun a son bout de Syrie, mais les gens, les populations, les hommes, les femmes et les enfants, où doivent-ils aller demain? Est-ce qu'ils peuvent revenir? Qu'en faire? Voilà, je vais terminer là-dessus. Bien, mais écoutez, je crois qu'on arrive au terme. On arrive au terme de cette journée foisonnante. Il y a une formule bien connue de Camus qui dit que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors on a essayé de réfléchir à l'État, de quoi l'État est-il le nom? On a essayé de clarifier les choses. De quoi la communauté est-il le nom? Là aussi, je crois qu'on a avancé un peu. Puis la troisième question, de quoi l'avenir est le nom? Ça, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment avancé. Ça sera l'objet d'un autre colloque. Je vous dis bonsoir et vous avez une soirée musicale à 20h, ne l'oubliez pas. Merci à vous.